Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de Womanly Trajectoire de Femmes. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous mon histoire. Donc, c'est moi qui serai votre invitée pour cette émission. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous mon expérience sur une pathologie qui touche énormément de femmes à travers le monde. Les statistiques disent que les femmes noires sont les plus touchées et essentiellement en Afrique. Il s'agit des myomes ou des fibromes utérins. Alors, c'est quoi un myome? C'est quoi un fibrome? C'est on va dire une masse qui se forme sur l'utérus, qui se développe à partir du muscle de l'utérus. Donc, ça forme des petites boules, ou ça forme des sortes de tumeurs qu'on peut retrouver sur l'utérus, à l'intérieur, à l'extérieur ou sur la paroi de l'utérus. Et ces tumeurs ont plusieurs manifestations. Elles peuvent passer inaperçues, ça veut dire qu'une femme peut avoir des myomes pendant toute sa vie sans jamais le savoir si elle ne se fait pas examiner, si elle ne fait pas une échographie, parce qu'il arrive que ce soit une pathologie qui reste muette. Mais la plupart du temps, c'est une maladie qui se manifeste par le prolongement des règles. Ça veut dire que pendant sa période de menstrue, la femme va saigner plus longtemps que d'habitude. Ou alors, même si les règles restent normales dans leur durée, en termes de quantité, la femme aura des règles plus abondantes que d'habitude. Donc, elle va simplement remarquer qu'elle saigne plus que la normale, ou du moins plus que ce qu'elle a l'habitude de saigner. L'autre manifestation de cette pathologie, c'est la douleur. C'est des crampes pelviennes, c'est-à-dire des douleurs au niveau du bas-ventre pendant les règles ou même parfois en dehors. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une maladie qui touche énormément de femmes à travers le monde et qui touche beaucoup plus les femmes noires et les africaines. On l'a soupçonné pendant longtemps d'être la cause d'infertilité ou de stérilité, mais sur le plan scientifique, ça n'a pas été prouvé. Donc, on sait aujourd'hui que les myomes ne vont pas empêcher la femme d'être fécondée, mais au niveau du déroulement de la grossesse, ils peuvent avoir une influence parce que de par leur position, ils peuvent empêcher le développement du fœtus ou du moins la fixation de l'embryon au niveau de la paroi de l'utérin, au niveau de la paroi utérine, pardon. Donc, j'ai été atteinte de cette pathologie il y a plusieurs années et je me suis dit aujourd'hui pourquoi ne pas partager cela avec vous, parce que je sais que c'est une maladie qui pose beaucoup d'interrogations, surtout dans le milieu chrétien. On a parlé de sorcellerie, de la tante qui a fait, je sais pas, qui a jeté un sort. On a parlé de toutes sortes de choses. Ce n'est pas toujours le cas, je pense, hein. Je pense, en tout cas, dans mon cas, c'était une pathologie médicale. Dans mon cas, c'était une pathologie médicale. Alors, comment est-ce que le diagnostic a été posé? En 2012, j'étais en France pour un stage dans le cadre de mes études. Et l'hôpital dans lequel je faisais mon stage exigeait qu'il y ait un bilan systématique qui soit fait pour toutes les personnes qui vont y travailler pour s'assurer que sur le plan sanitaire, tout était OK. Donc, c'est comme ça que je fais toute une batterie d'examens, des examens de cœur, des examens de sang. Je fais plein d'examens. Et à l'issue de ces examens, on constate que je suis anémiée. Bon, à l'époque, je ne me sentais pas mal, je n'avais pas l'impression d'avoir quoi que ce soit d'autre. Donc, l'anémie n'était pas grave, mais bon, vous savez que les blancs sont pointillés sur un certain nombre de choses. Donc, à partir de cette anémie, le médecin qui me reçoit s'inquiète de savoir pourquoi est-ce que mon taux de sang n'est pas à la normale, alors que par ailleurs, je semble être en bonne santé. Donc, à l'issue de ça, je suis envoyée vers un autre médecin pour être examinée. Et à l'issue de cet examen, le médecin constate que j'ai une sorte de masse au niveau du bas-ventre. Moi, je ne l'avais pas remarqué plus que ça avant. J'avais peut-être eu l'impression que je prenais du poids, j'en sais rien. Mais vraiment, à l'époque, je n'avais pas mal, je ne me sentais pas mal, je ne manifestais rien du tout. Mon cycle se passait tout à fait normalement. Lorsque mes règles arrivaient, elles étaient normales. Donc, vraiment, je n'avais pas l'impression d'être malade. Donc, lorsqu'on découvre qu'il y a cette masse au niveau de mon bas-ventre,
on me propose de faire une échographie. Ah, on va y arriver. On me propose de faire une échographie, ce qui est fait. Et donc, à l'issue de l'échographie, on découvre donc que j'ai des myomes. Et l'échographie avait révélé, je pense qu'il devait y en avoir 4 ou 5, mais qui étaient quand même assez gros. Donc, à partir de là, on m'envoie voir un gynécologue qui me propose plein de choses. À l'époque, je n'avais pas tout compris. Le premier traitement qu'on m'avait proposé, c'était un traitement hormonal. En fait, le but était quoi? Le but était d'arrêter les règles pour pouvoir corriger l'anémie. Parce que les médecins pensaient que c'est parce que je saignais abondamment que j'étais anémiée. Et donc, pour éviter que l'anémie s'aggrave, il fallait arrêter les règles. Donc, c'est le premier traitement que j'ai essayé. C'était des comprimés qu'il fallait prendre tous les jours. Et je devais les prendre pendant 6 mois. Ensuite, je devais retourner voir le médecin pour refaire des analyses et pour faire une évaluation pour savoir si ça allait mieux ou pas. Donc, je rentre à la maison, je commence à prendre les médicaments. Et avant de commencer à les prendre, j'ai quand même pris soin de lire la notice. Et quand j'ai vu la liste des effets secondaires, j'ai été découragée, quoi. Puisque à l'époque, je me sentais bien. Donc, quand j'ai vu la liste des effets secondaires, gonflement des membres, maux de tête, vertige, hypertension artérielle, perte de connaissance, hallucination, vraiment, j'en passe des meilleurs. La liste des effets secondaires était longue comme le bras. C'était toutes sortes de choses aussi compliquées que les unes que les autres. AVC, crise cardiaque. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est une bonne idée de prendre ce médicament? Mais bon, finalement, je me suis décidée, j'ai commencé à le prendre. Et je n'ai pas fini les 6 mois de traitement. Je n'ai pas fini les 6 mois de traitement parce que, non pas parce que j'ai développé des effets secondaires particuliers, mais en fait, le fait de prendre ce médicament me faisait saigner. Un médicament qui était censé arrêter mes règles pour m'empêcher d'être anémiée me faisait saigner. Je ne saignais pas abondamment, mais je saignais tous les jours. Donc, disons que j'ai eu mes règles pendant... Je n'ai pas fait 6 mois. Je pense que j'ai pris le médicament pendant 3 mois quand même. 3 ou 4 mois, j'en sais rien. Je ne me souviens plus de la période exacte, mais je l'ai pris quand même assez longtemps. Et pendant ces 3 mois ou pendant ces 4 mois, j'ai saigné tous les jours. C'était pas le saignement des règles, mais c'était des traces, mais c'était quand même pas négligeable. Et c'était tous les jours. Donc au début, j'ai essayé de contacter le médecin pour lui en parler. Mais bon, vous savez, en France, c'est compliqué pour avoir un rendez-vous. Je tombais sur sa secrétaire qui ne pouvait pas me donner d'explications, qui ne pouvait pas me le passer au téléphone. Le prochain rendez-vous était 3 mois ou 4 mois plus tard. Donc finalement, j'ai décidé d'arrêter le traitement. Et je peux dire que c'est à ce moment-là que les choses se sont plus ou moins gâtées. Donc 2012, le diagnostic est posé. 2013, je reviens en Afrique, je termine mon stage, je reviens au Cameroun pour commencer à travailler et je pense que c'est début 2014 que la maladie se manifeste vraiment. Période 2012-2013, j'avais des petites crampes au bas-ventre quand j'avais mes règles, mais c'était pas quelque chose d'alarmant, quoi. Pour nous les femmes, c'est quelque chose de normal. Donc j'avais mal, c'était supportable. Je n'avais pas besoin de prendre quoi que ce soit. Les premiers jours, ça faisait un peu mal. Et puis les jours suivants, ça passait et la vie reprenait son cours normal. Mais en 2014, début 2014, je commence à avoir des douleurs qui m'inquiètent moi-même. En tant que bon enfant de Dieu, je prie, je prends autorité, je me dis non, ça va passer, ce n'est rien. Mais en fait, chaque mois, je souffre le martyre. Chaque mois, non, mais j'ai mal à me rouler par terre, quoi. Quand je sors de la maison, je suis souriante, je vaque à mes occupations, tout le monde est convaincu que tout va bien dans ma vie, mais à l'intérieur de moi, ça ne va pas. J'appréhendais vraiment la période des menstrues. Chaque fois qu'un mois se terminait et qu'un nouveau allait commencer, et que je savais que j'allais avoir mes menstrues, c'était déjà la torture. Psychologiquement, j'étais mal, j'étais inquiète, je me disais voilà, ça va recommencer.
ça va être infernal, ça va être insupportable. Et justement, quand le moment venait, c'était effectivement le cas. Donc, il y a des fois où je restais enfermée dans ma chambre à pleurer, à me tordre de douleur. Et moi qui déteste les médicaments et qui n'aime pas en prendre, oui, c'est paradoxal, je sais, pour un médecin. Mais j'ai dû me résoudre à commencer à prendre des choses. Donc, j'ai commencé par le paracétamol simple qui a été efficace peut-être une fois sur deux. Et puis après, c'était complètement inutile. Et puis, je suis passée à des choses plus fortes. Et je me suis rendu compte que, en fait, quand je ne prenais rien, je pouvais pas vivre. Je ne pouvais pas vaquer à mes occupations. Je ne pouvais pas aller travailler. Je ne pouvais pas faire mes activités. Je ne pouvais rien faire du tout. Donc, pour moi, c'était dérangeant parce que j'avais l'impression de dépendre des médicaments pour pouvoir fonctionner. Et parallèlement à la douleur aussi, j'ai commencé à saigner abondamment. Mais c'était comme un robinet ouvert, quoi. Aucune protection ne suffisait. Chaque fois, enfin, j'étais toujours mouillée, j'étais toujours tachée. J'avais l'impression que je mettais du sang partout. Dès que je m'asseyais quelque part, c'était la catastrophe. Donc, il fallait gérer la douleur. Il fallait aussi gérer le fait que pendant que je suis au travail, ou pendant que je suis à l'église, ou pendant que je fais ci ou ça, veiller à rester au sec. Donc, il fallait se changer pratiquement toutes les heures ou toutes les 2 heures, ce qui n'était pas toujours possible. Parce que quand tu es sorti, que tu es à la banque, ou quand tu es assise dans un taxi, et puis que tout d'un coup, tu sens que... voilà, une femme a compris de quoi je suis en train de parler. Tu te dis, mince, comment je vais sortir du taxi? Est-ce que je me suis salie? Comment ça va? Donc, c'était vraiment devenu infernal. Mais malgré tout ça, je pense que je vivais quand même encore dans le déni. Je n'arrivais pas à accepter le fait que mon corps n'allait pas bien et je n'arrivais surtout pas à accepter le fait que je prie et que je ne guérisse pas. J'étais vraiment convaincue que Dieu allait me guérir. Je sais même, enfin aujourd'hui avec le recul, je me dis est-ce que c'était même la foi ou c'était la folie, j'en sais rien. Mais je ne voulais pas entendre parler de médecins, je voulais surtout pas entendre parler d'opération, je voulais que Dieu me guérisse, j'exigeais que Dieu me guérisse, il fallait que Dieu me guérisse. Et donc pendant tous ces temps, dans les réunions de prière, dans mon église locale, chaque fois que le pasteur en faisait mention dans les prières, je saisissais la parole, je disais non, ça c'est pour moi, ça va aller mieux, je vais m'en sortir, le Seigneur va me guérir, il va faire disparaître ces myomes de mon ventre et ça va aller. Et devinez quoi? Les myomes n'ont pas disparu. Les myomes n'ont pas disparu. Donc 2014, 2015, les choses ont commencé à aller vraiment de mal en pire. Je saignais à tel point que sans faire aucun examen, je savais que je n'allais pas bien. Parce que j'étais tout le temps fatiguée. J'étais irritable parce que pendant cette période-là, je souffrais tellement dans mon corps et je voulais tellement faire bonne figure que je ne pouvais supporter aucune autre contrariété. Donc j'étais concentrée à gérer ma douleur et je mettais toute mon énergie à canaliser la douleur. Ce qui fait que dès qu'il y avait autre chose qui nécessitait mon attention, je m'énervais. Mes collègues en ont souffert, ma famille en a souffert. Personne ne savait exactement ce qui se passait. Je ne voulais pas en parler parce que pour moi, c'était tout simplement inadmissible que je sois malade. Je ne l'acceptais pas, je ne le voulais pas, je ne voulais pas, voilà. Et finalement, 2016 arrive, pratiquement toute l'année. Et à un moment, je me dis, bon, pendant combien de temps est-ce que je vais pouvoir tenir comme ça? Est-ce que ça va vraiment le faire? Parce que là, j'étais arrivée à un point où j'en pouvais plus. J'avais essayé toutes sortes de paliers de médicaments antidouleurs et la dernière chose qui me restait, c'était les morphiniques. Et je savais que si j'en arrivais là, j'allais devenir accro. Donc, en plus de la douleur et de tout le reste, j'allais devenir peut-être une toxicomane. Chose que je ne voulais absolument pas. Donc, il y a eu un mois, je ne sais plus trop lequel c'était, où j'ai eu mal comme jamais. Et après avoir essayé tous les autres médicaments, j'avais décidé de ne plus rien prendre. Donc, du coup, le mois d'avant, j'avais rien pris. Ça avait été plus ou moins gérable, plus ou moins supportable. J'étais quand même passée à travers. Et le mois qui a suivi, vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai crié, j'ai pleuré. Je pense qu'à un moment, un voisin a dû se demander ce qui se passait chez moi. J'avais beau essayer de me contenir, de me retenir, je n'en pouvais plus.
Ce mois-là, j'ai eu mal comme j'avais jamais eu mal depuis que j'avais ce truc. Donc du coup, quand ma période est passée, je suis allée voir une collègue gynécologue. Et après m'avoir examiné ce que je ne voulais pas entendre depuis des années, ben finalement le verdict est tombé. Il fallait opérer, il fallait les enlever parce que ils s'étaient multipliés, ils étaient devenus plus nombreux, ils avaient pris du volume. Donc il y avait rien d'autre à faire que de se faire opérer. Ah voilà, j'ai oublié un épisode. Quand le diagnostic avait été posé en 2012 en France, donc en dehors des hormones, du traitement hormonal qu'on m'avait proposé pour arrêter les règles, l'autre chose qu'on m'avait proposé, c'était de faire congeler mes ovules. Je ne sais même pas pourquoi je ris. Le médecin m'avait proposé de congeler mes ovules parce qu'à l'époque, j'avais quel âge? À l'époque, j'avais... je devais avoir 32 ou 33 ans, je pense. Et il disait que voilà, vu que j'avais pas de conjoint, on avait un peu discuté. Je lui avais fait part de mes convictions. Je lui avais dit que je vivais dans la chasteté. Je lui avais dit que j'étais pas mariée. Je lui avais dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne prévoyais pas d'avoir de rapport sexuel avant d'être mariée. Et pour lui, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Il me disait, vu mon état, il fallait que je pense rapidement à faire un enfant parce que si les choses évoluaient, j'allais me retrouver dans une situation où je ne pourrais pas en faire. Et je sais que ça, c'est quelque chose que pas mal de médecins disent aux femmes et ce sont des choses qui les déstabilisent, surtout quand on est enfant de Dieu. Donc, quand le diagnostic est posé, le médecin te dit, si tu ne fais pas rapidement un enfant, tu ne pourras plus en faire. Ou alors, on te présente le fait de faire un enfant comme étant un traitement pour faire disparaître les myomes ou pour les atténuer. Ben, l'expérience a prouvé que pas du tout. Non pas pour moi, mais dans ma profession, j'ai la grâce de fréquenter énormément de femmes qui viennent accoucher. Et à la maternité, je me rends compte que les myomes n'empêchent pas la femme de tomber enceinte. Et le fait de tomber enceinte et d'accoucher ne fait pas disparaître les myomes, pas du tout. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où on a fait accoucher des femmes par césarienne et on s'est rendu compte que leur utérus était truffé de myomes. Donc en fait, tout dépend de leur position. Donc voilà, donc ce médecin m'a dit, il m'a proposé de faire congeler mes ovules pour que quand la maladie sera arrivée à un stade incontrôlable et que je voudrais peut-être faire des enfants, qu'on puisse faire une fécondation in vitro. Bref, il m'avait proposé plein de trucs compliqués. L'autre chose donc qu'il m'avait proposé, c'était de faire rapidement un enfant avant que les myomes ne prennent de l'envergure. Et bien sûr, j'avais balayé toutes ces propositions du revers de la main et finalement le traitement hormonal pour lequel j'avais opté n'avait donné aucun résultat. D'ailleurs, je n'étais pas retournée le voir parce que le traitement devait durer 6 mois. Je l'ai pris 3 ou 4 mois à peu près. Au bout des 6 mois, je devais avoir un rendez-vous. Quand j'ai appelé pour le prendre, il n'y avait pas de place. Et la période où on me proposait le prochain rendez-vous, mon stage devait déjà se terminer et je devais rentrer en Afrique. Donc, on revient en 2016. En 2016, je revois donc le gynécologue. La décision d'opérer est prise. Et même jusque-là, je ne sais pas, je ne suis pas très chaude. Je reste convaincue que même à la dernière minute, Dieu est capable de faire un miracle et de m'en sortir. Donc du coup, je n'en ai parlé à personne. Même les membres les plus proches de ma famille n'étaient pas au courant de ce par quoi je passais et de ce qui allait arriver. Donc quand je rentre à la maison, je prends un temps dans la prière et je me dis, bon, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Il va quand même falloir que j'en parle à quelqu'un. Peut-être que d'autres personnes prient pour moi et prient avec moi. Donc, j'en parle à 2 de mes sœurs qui sont les plus proches, mes meilleures amies. Je leur fais part du diagnostic et je leur dis que voilà, le gynécologue a décidé de m'opérer. Une date a même déjà été fixée et j'ai des examens complémentaires à faire pour préparer l'intervention. Donc, on se met à prier toutes les 3. Et en dernier recours, j'en parle aussi à mon pasteur qui n'était pas du tout au courant. Donc, qui prie pour moi et qui, après sa prière, me dit, bon, moi, je suis en paix par rapport à ça. Tu peux aller te faire opérer, il n'y a pas de souci, tout va très bien se passer. Et moi, je ne voulais pas me faire opérer. Je ne voulais pas me faire opérer. Je ne sais pas comment je peux traduire mon état d'âme à ce moment-là. En fait,
La première pensée qui m'était venue à cœur, c'était de me dire, je suis un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas, c'était même pas de dire que je ne dois pas passer par là, mais c'était de me dire que même si c'est une épreuve par laquelle je dois passer, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se terminer. J'entendais les témoignages des femmes qui disaient, voilà, Dieu m'a guéri, les miens m'ont disparu, et quand je suis allée aux toilettes, je ne sais pas, c'est sorti, j'ai entendu un plouf, et puis c'était terminé. Et je me disais, mais pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi? Enfin, je ne sais pas, je pense qu'à l'époque, je pensais que je méritais un miracle. Moi, aujourd'hui, quand j'en pense, je trouve ça très drôle. Je pensais vraiment que je méritais un miracle. Je pensais que ça devait être mon partage, ça devait être mon lot aussi. Il n'était pas question que les choses se passent d'une autre façon. J'étais entêtée, je ne voulais entendre aucun autre son de cloche. Donc voilà, mon pasteur a prié, tout est ok. Mais moi, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas en paix par rapport à l'idée d'aller au bloc opératoire. Donc la première intervention était prévue, je pense, je sais plus, en août ou en septembre, et elle est reportée. Elle est reportée pourquoi? Parce qu'à cette époque, dans mon service, on a plusieurs collègues qui sont empêchés, qui sont en voyage et tout ça. Et si moi, je me mets également en repos maladie, vraiment le service arrête de fonctionner. Donc l'intervention est repoussée d'un mois, le temps que les collègues qui étaient en déplacement et tout ça reviennent. D'ailleurs, j'en avais pas parlé à mes collègues, j'en avais parlé à un seul, j'en avais parlé à celui qui était censé faire mon anesthésie pour l'intervention, et les autres, en fait, ils avaient été au courant qu'à la dernière minute. Donc du coup, l'intervention est reportée d'un mois. Et moi, je prends ça pour un signe. Je me dis vraiment, si le Seigneur permet que l'opération soit repoussée, c'est que vraiment, il veut agir dans ma vie, il veut intervenir dans ma vie. Parallèlement à l'église, il y a un temps de jeûne et de prière, je ne sais plus, mais il y avait eu un programme spécial à l'église pendant ce moment-là où on avait pas mal prié pour les malades. Donc vraiment, j'avais mis toute ma foi, je me disais non, mais vraiment, le Seigneur veut le faire, le Seigneur va le faire. Et à l'issue du programme de prière, il ne se passe rien du tout. Ma situation n'a pas changé, rien n'a changé. Le gynécologue avait prescrit les médicaments que je prenais pour la douleur. Ils étaient plus ou moins efficaces. Disons qu'ils avaient réussi à réduire la douleur pour que je puisse vaquer à mes occupations, mais la douleur était toujours là. En fait, la douleur était devenue quasi permanente. Je vivais avec. Quand je n'avais pas mal, je trouvais ça bizarre. En fait, il m'arrivait de me surprendre. Il me dit, tiens, j'ai pas mal. Mais pourquoi j'ai pas mal? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand j'avais mal, c'était devenu pour moi la normale d'avoir mal. C'était comme si la maladie était là et me rappelait tout le temps son existence et sa présence. Et je prenais également d'autres médicaments pour réduire le saignement qui étaient eux aussi plus ou moins efficaces. Donc voilà, je vais revenir un peu en arrière. La chose qui m'avait décidé à aller voir le gynécologue, c'est qu'à un moment, hormis les crampes du bas-ventre, hormis la douleur que je ressentais, c'est que j'étais arrivée à un point où, pour aller faire pipi, c'était comme si j'accouchais en fait. Quand je devais faire pipi, mais c'était terrible. Je poussais des cris extraordinaires. Donc, je me suis dit, si la douleur est arrivée au point où je ne peux pas uriner, je ne peux pas aller à la selle sans souffrir, je pense que je suis quand même arrivée à un niveau où je dois aller consulter. Donc, c'est ce signe-là qui m'avait encouragée à voir le gynécologue et à me faire examiner. Donc, ce mois-là passe et la date où je dois me faire hospitaliser pour me faire opérer arrive. Et je me fais hospitaliser la veille de l'opération malgré moi. Jusque-là, je ne suis pas encore en train de réaliser vraiment que je vais me faire opérer. Et l'autre chose qui me troublait, qui me dérangeait, c'était de me dire que je suis quand même... comment je peux dire ça? En fait, au travail, je parle souvent de Jésus. Je parle souvent de ce que Jésus peut faire. Mes collègues savent que je suis enfant de Dieu. Je ne le cache pas. Et j'avais l'impression d'être dans une position de faiblesse. D'avoir parlé de Jésus de la sorte et de venir me faire opérer par des gens qui ne le connaissent pas, enfin, qui ne le vivent pas personnellement. Je prenais ça vraiment pour un échec.
J'avais l'impression que les gens pensaient, mais tu parles tout le temps de Jésus, Jésus ci, Jésus ça, pourquoi Jésus ne t'a pas guéri? Et pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cette situation comme le commun des mortels à te faire opérer? Donc il y avait toutes sortes de pensées vraiment bizarres, plus bizarres les unes que les autres, qui se bousculaient dans ma tête au moment où je me fais hospitaliser ce soir-là. Je suis accueillie par une collègue qui est très sympa, qui est très gentille, qui me met à l'aise. Franchement, la nuit là, j'ai pas dormi. La nuit là, j'ai pas dormi. J'ai passé le temps à prier, à dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux le faire, même jusqu'à la dernière minute. Et je me disais, le miracle n'en sera que plus extraordinaire. Imaginez que demain, j'arrive sur la table d'opération et quand le gynécologue m'examine, il dit, ah ben je retrouve plus rien. Et qu'est-ce qu'on fait là? L'opération est annulée, chacun retourne à ses occupations. C'était vraiment l'attente que j'avais et ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu non plus. Donc ce matin là très tôt, lorsqu'on vient me chercher pour m'emmener au bloc opératoire, je pense que c'est vraiment à ce moment là que je me résilie et que je dis à Dieu, ben, Seigneur, peut-être que jusqu'à présent je n'avais pas compris ce que tu voulais faire. Et pendant que j'étais dans mon lit et qu'on me poussait vers le bloc opératoire, le Seigneur m'a rappelé une parole que j'avais dite moi-même. Il y avait, lors d'un enseignement à l'église, une sœur qui avait posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Jésus ne guérit pas toujours? Pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas toujours de la façon dont on l'attend? Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, qu'est-ce qui fait que, mais il y a des fois où on n'est pas guéri? Et pendant cette formation, c'est moi qui avais levé le doigt pour donner la réponse. Et j'avais dit, mais Dieu, dans sa souveraineté, fait comme il veut. Et on réalise que même les gens qu'il a guéris, il ne les a pas tous guéris de la même façon. À quelqu'un, il a dit, va te montrer au souverain sacrificateur. Et pendant que la personne était sur le chemin, paf, miraculeusement, elle a été guérie. Pour quelqu'un d'autre, il a imposé les mains. Pour quelqu'un d'autre, il a relâché une parole. Pour quelqu'un d'autre, il a mélangé sa salive avec la poussière. Il en a fait de la boue et la personne a été guérie. Pour quelqu'un d'autre, il a dit, ta foi t'a sauvé. Pour quelqu'un d'autre, il a dit, tes péchés t'ont été pardonnés. Donc, beaucoup de gens ont été guéris par le ministère de Jésus, mais de façon différente. Et donc, quand le Seigneur m'a rappelé cette réponse que j'avais donnée, mon cœur a commencé à s'apaiser. Et puis, je me suis dit, Seigneur, je vais lâcher prise. Finalement, si c'est ta volonté que je passe par là et si c'est la voie de la guérison que tu as choisie pour moi, je me soumets. Et je me souvenais aussi de ce que Paul vivait quand il disait qu'il avait cette écharpe dans le corps, pour laquelle il avait prié longtemps, il avait prié plusieurs fois et le Seigneur lui avait répondu, ma grâce te suffit. Donc c'est un peu dans cette attitude de cœur que je me retrouve au bloc opératoire, je me retrouve sur la table d'opération, entourée de mes collègues qui s'étaient mobilisés pour que tout se passe de la meilleure façon possible et l'intervention se passe bien, sans aucun incident. J'avais eu une anesthésie loco-régionale, mais il paraît qu'à un moment, j'avais une tension très élevée, donc ils ont dû m'endormir et je m'en suis pas rendu compte en fait. C'est vrai qu'à un moment, j'ai su que j'étais un peu dans les vapes, mais j'ai pas su à quel moment on m'a injecté le médicament pour faire dormir, histoire que je me détende un peu et que ma tension se normalise. Donc, je me réveille quelques heures après, vraiment très confortable. J'avais l'impression d'être dans un nuage de coton. Je ne ressentais rien. J'avais aucune douleur. J'avais même de la peine à croire que j'avais été opérée. Mon premier réflexe a été de passer ma main sur mon ventre et je me suis rendu compte que mon ventre avait retrouvé un volume normal et qu'il y avait un pansement. Et bien, quand j'appuyais, j'avais pas mal. Donc, j'ai été opérée un jeudi. Je suis sortie de l'hôpital, je pense un lundi, et tout allait bien. Donc, je suis sortie, je suis rentrée à la maison, repos, je m'ennuyais un peu parce que je suis quelqu'un de très... Voilà, mais il fallait rester sur place, pas bouger. Et j'ai eu mon premier contrôle, je pense 2 semaines après l'intervention, où je suis retournée voir le gynécologue. Et où elle me dit, bon ben voilà, tout se passe très bien, ça cicatrise bien, tout va bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que la semaine prochaine, tu vas retourner au bloc. Hein?
Non, non, il n'en est pas question. Ça, c'était pas prévu. Non, une fois, ça suffit. Et en fait, elle m'explique que après l'intervention, il faut en faire une deuxième pour s'assurer qu'il n'y a pas d'adhérence, qu'il n'y a pas du tissu cicatriciel qui se forme, et pour empêcher les intestins d'adhérer à l'utérus, aussi pour vérifier que les trompes sont perméables, etc., etc. Cette deuxième nouvelle, je l'ai pris vraiment comme un coup de massue. Avec le recul, je ne sais même pas traduire comment est-ce que je me sentais. Cette fois-là, vraiment, j'ai eu peur. Autant la première fois pour l'opération, c'était pas la peur c'était pas parce que j'avais peur que je voulais pas aller me faire opérer, mais c'est simplement parce que je ne l'acceptais pas et je ne pouvais pas cautionner que je sois obligée de passer par là. Donc, c'était pas parce que j'avais peur que je voulais pas me faire opérer. C'est juste que je voulais pas me faire opérer parce que dans ma tête, Jésus guérissait et Jésus allait me guérir. Mais à l'annonce de cette deuxième opération, franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que même si c'est le passage normal, c'est-à-dire que normalement, après une myomectomie, quelques semaines, quelques mois après, il faut faire ce qu'on appelle une cœlioscopie. Donc, c'est une intervention où on n'ouvre pas le ventre. On fait des petits trous dans le ventre et on envoie la caméra pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je savais que ça allait se faire, mais pour moi, je n'avais pas l'idée que ça allait être aussitôt. Je me disais, j'aurais le temps de me remettre, j'aurais le temps de psychologiquement m'y préparer et puis ce serait plus facile. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Donc, 3 semaines